السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور لازم جميع الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم علمنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا وانفعنا ما علمتنا علما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Donc voilà, بحول قوتي, j'aimerais clarifier certains points concernant l'infection à métapneumovirus. Alors la question, est-ce que c'est un nouveau virus ou c'est un virus, donc, ou est-ce que c'est un virus qui mute, c'est-à-dire c'est la suite du Covid, dans ce cas-là c'est du coronavirus, ou c'est autre chose? Donc il faut clarifier certains points à travers une discussion qui est purement scientifique. Oubliez Tawfiq. Donc il faut, chers compatriotes et chers amis, il faut savoir avec une conviction absolue que ce n'est pas un nouveau virus. C'est un virus qui est connu. Donc la preuve, il a été identifié par un groupe hollandais en 2001. Ils l'ont isolé dans le nasopharynx des enfants atteints d'une infection respiratoire aiguë. Donc déjà en 2001, il existait. Et j'irai plus loin, ce virus déjà il circulait en Hollande en 1958. Et bien au contraire, il est considéré par le groupe médical et non pas par le grand public. Pour le grand public, c'est un virus qui est inconnu. Mais pour les professionnels de la santé, c'est un virus. Déjà, c'est un authentique pathogène des voies respiratoires. C'est un authentique pathogène des voies respiratoires. Donc, ce n'est pas un nouveau virus. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on doit parler sur le plan de virologie. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il faut respecter la médecine. La médecine, c'est une chose qui est noble, qui est basée sur le savoir et un effort constant et la recherche. Ce n'est pas quelques vidéos qu'on a visionnées à gauche et à droite et après on devient un médecin. Ça, c'est pas vrai. Tu veux devenir médecin, il faut étudier 7 ans, après passer donc la spécialité, faire 5 ans d'infectiologie, faire le service civil. Tu as 16 ans à peu près à investir. Bref, revenons à nos moutons. En virologie, donc il faut savoir que le métapneumovirus, ce virus-là plutôt, il appartient au genre métapneumovirus. Et ce genre-là, il constitue avec le genre pneumovirus, il constitue le virus respiratoire syncytial. Et le métapneumovirus, il appartient à la famille des paramyxovirina, de la sous-famille paramyxovirina, qui appartient à la famille des paramyxoviridae. Donc tu vois très bien que c'est un virus qui est à part. Maintenant par rapport à son incidence. Donc ce virus, il a une réviviscence et un tropisme hivernal. C'est-à-dire, en général, il débute le mois de novembre. Et il culmine, c'est-à-dire l'apogée, c'est entre le mois de décembre et janvier. Après, il s'élimine progressivement au mois de mars. Mais ça, c'est pas de manière constante. On a constaté, par exemple, au Canada en 2001 et en Hong Kong en 2001, qu'il a culminé le mois de mars, alors qu'il est censé disparaître le mois de mars. Donc, il y a certaines fluctuations. Maintenant, par rapport à l'incidence, il faut savoir que ce virus, de manière générale, son incidence, elle est la même d'une manière à une autre. C'est-à-dire que ça fluctue entre 9,1 à 9,3, 9,7. Mais en général, son incidence globale, pourquoi je dis globale? Globale à travers les 5 continents. Elle est globale. Bon, il peut être élevé dans un continent, mais diminué dans un autre. Mais de façon générale, l'incidence, elle est la même. Donc ça c'est... On peut avoir des épidémies dans un pays. Si c'est global, on appelle ça une pandémie. Si c'est sévère dans un pays, on appelle ça endémique. Bon, je vous dispense de ces termes-là, mais c'est juste pour les professionnels de la santé. Sur l'ordre de fréquence, est-ce que c'est le virus qui est le préféré? Non, non. C'est un virus qui apparaît chaque année en juxtaposition avec le virus respiratoire syncytial. C'est-à-dire, il évolue par des épidémies, mais ces épidémies sont juxtaposées avec d'autres virus. Alors, maintenant, sur le plan de fréquence, il faut savoir que la fréquence number 1, elle est attribuée au virus respiratoire syncytial. Au deuxième rang, on a le virus, les rhinovirus. En troisième position, on a les influenza, les virus influenza. En quatrième virus, vient le métapneumovirus, c'est-à-dire ce virus dont tous les médias en parlent, ok?
En 5e position, on a les adénovirus. Les adénovirus, ce sont parmi eux, il y a les coronavirus, c'est-à-dire le Covid. En 6e position, on a les para-influenza. Maintenant, pourquoi il y a cette confusion? Il faut savoir que c'est le grand public, donc ils ne connaissent pas la virologie. Ça, c'est pas un domaine qui leur appartient. La virologie et les infections virales a été introduite via le Covid. Donc les gens ils comprennent que le Covid entraîne quoi? Il entraîne une certaine catégorie de symptômes, notamment la fièvre, le syndrome viral, c'est-à-dire la fièvre, céphalie, des douleurs musculaires, ce qu'on appelle myalgie, des douleurs articulaires, c'est-à-dire arthralgie, et certaines manifestations digestives et les manifestations respiratoires. Donc pour les gens, s'ils voient ça, ils vont te dire, le grand peuple, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que ça, donc ça veut dire que c'est le Covid. Non, c'est pas le Covid, c'est pas le adénovirus. Ça peut être le rhinovirus, ça peut être l'influenza, ça peut être le para-influenza. C'est-à-dire il y a un groupe de virus. Si ces virus atteignent une personne, on est en train donc un syndrome viral. C'est le médecin, il comprend que c'est un syndrome viral, c'est-à-dire on voit, il y a un patient qui se présente, il a une fièvre, il a une céphalie, il a des douleurs musculaires, douleurs articulaires, des signes digestifs, des signes respiratoires. Hop là, il y a un syndrome viral. Maintenant, lequel? Ça peut être le virus respiratoire syncytien, ça peut être le rhinovirus, ça peut être donc l'influenza, ça peut être le para-influenza, ça peut être le paramyxovirus, ça peut être le métapneumovirus là, ça peut être donc l'adénovirus, dont le coronavirus. Maintenant, comment répondre, comment identifier, comment savoir lequel? Là, c'est le travail des laboratoires. Donc, on fait donc un écouvillonnage par un coton-tige. On isole le virus. On envoie donc le prélèvement au laboratoire par des techniques de PCR, polymerase chain reaction. Ils vont identifier par des méthodes génétiques, ils vont identifier lequel, le virus, par des lectures de séquences de code génique. Pardon. Bon, ça c'est spécialisé. المهم واش تعرف بلي انت بلي تبعت laboratoire, il va te dire bon là عندك c'est un rhinovirus ou par influenza ou là c'est un métapneumovirus. Quand tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire en tant que médecin? Tu vas voir le nombre. Est-ce que le nombre maintenant c'est quelques cas, on appelle ça des cas sporadiques. Maintenant, c'est un nombre important sur une période qui dure dans le temps, on appelle ça une épidémie. Si c'est dans un seul pays, c'est une épidémie. Si c'est dans plusieurs continents, on appelle ça une pandémie. Mais pour le moment, c'est une épidémie. Est-ce que c'est un virus qui est nouveau ou c'est un mutant? D'après les données, c'est le même virus. C'est-à-dire c'est le virus qui circule depuis 1958. C'est pas mutant. Donc je suis désolé pour les gens qui aiment le complotisme, les Big Pharma et Bill Gates. C'est un virus qui existe depuis 1958. Maintenant, quels sont les risques? Sur le plan respiratoire, pour comprendre les risques, il faut comprendre la physiopathologie du virus. Le virus, c'est un virus à ARN. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se multiplier. Donc il a besoin d'une personne X, c'est-à-dire d'un hôte, à travers lequel il va utiliser son matériel génétique pour qu'il puisse se multiplier. Et il se trouve que ces conditions se trouvent dans l'appareil respiratoire, dans les voies respiratoires de l'être humain. Donc automatiquement, à partir d'une certaine distance, ce virus, il va reconnaître les conditions nécessaires à lui pour se multiplier. Donc il y a un tropisme, il se dirige vers les voies respiratoires. Étant donné que l'être humain, il respire, on a besoin de respirer. Donc tu vas le respirer, tu vas l'inhaler. Et de là, il va donc le tropisme vers les cellules respiratoires. Une fois que les cellules respiratoires, il va les infiltrer, il va se multiplier. Cette multiplication, on appelle ça, c'est la période d'incubation. La période d'incubation, en moyenne, c'est de 3 jours. Mais elle peut varier de 2 à 8 jours. À partir de là, à partir du 15 jours, il y a apparition des symptômes respiratoires. Après, donc, la période d'excrétion, c'est-à-dire que la personne, elle est contagieuse parce qu'elle va donc, il y a une réaction, c'est-à-dire que le corps humain, les cellules vont le neutraliser. Après, il y a une réponse immunitaire qui est innée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spécifique. Et de là, donc, elle va excréter, elle va isoler, circonscrire le virus, il va l'isoler, le détruire,
mais l'expulser à travers l'effort de tout. Donc le virus, il va se trouver dans des gouttelettes de peuplage, c'est-à-dire il va être circonscrit par des gouttelettes. Ces gouttelettes sont évacuées vers l'extérieur, elles ont une densité qui est elle est infime, on va dire. Donc il va se maintenir dans l'air pendant une période de quelques heures en suspension. C'est microscopique, tu ne les vois pas. Donc toi, quand tu viens, tu passes par là, tu vas le respirer, il va t'infecter. C'est logique. Ou il va se déposer sur des surfaces ou sur des poignées. Et là, quand tu viens, tu ouvres ta porte. Après, donc tu te laves pas les mains. Tu touches ton œil au ton nez. Après, tu te frottes. Et donc, tu vas te auto-infecter. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le cercle, donc, c'est le cercle de infectieux. Donc, le cercle de contamination. Maintenant, sur le plan de la gravité, est-ce qu'il est grave ou pas? Là, tout dépend. C'est du cas par cas. Généralement, c'est l'adulte sain. L'adulte sain. Pas de pathologie, pas de comorbidité. Il a donc un capital immunologique qui est conséquent, important. Il va vite fait, il va circonscrire le virus et le détruire. Soit par l'inflammation, c'est-à-dire par la réponse immunitaire innée qui est suffisante. Si elle n'est pas suffisante, il y a une réponse immunitaire via, c'est-à-dire une réponse immunitaire spécifique, via les lymphocytes B, production des anticorps. Les anticorps vont venir. Il y a une armée qui est dirigée vers le virus, ils vont le circonscrire, ils vont le tuer. Ceci se déroule généralement en une semaine. Tu vois, donc le type, ou le patient, pardon, donc je m'excuse sur le patient, ça va vite fait, il va rentrer dans l'ordre, il va guérir grâce au bon Dieu subhanahu wa ta'ala. Il va éliminer le virus, il va l'éliminer, il n'y a pas de problème. Le problème, il se trouve chez les gens qui ont donc un capital immunologique qui est réduit, notamment chez l'enfant moins de 1 an ou chez l'adulte âgé. Pourquoi l'enfant moins de 1 an et pas l'enfant de 5-6 ans? Là, c'est une bonne question. Parce que le bébé, quand il naît, il a un héritage, c'est un capital immunologique de la mère. Il va l'utiliser pendant 6 mois. À partir de 6 mois, il n'y a plus d'anticorps. Donc, le bébé, le nouveau-né, à partir de 6 mois, il n'a plus d'anticorps. Et comment il va produire ces anticorps? Via donc l'infection à répétition. Généralement, on appelle ça la bronchiolite. Au cours de la bronchiolite, donc il va réagir, son corps, il va apprendre à produire des anticorps. Dans ce cas-là, donc à partir de 6 ans jusqu'à 4 ans, généralement, il va avoir un capital immunologique qui est important. Mais la période la plus vulnérable, c'est à partir de 6 mois. De 6 mois à une année, le nouveau-né, il n'a pratiquement pas de capital immunologique. Donc il est exposé le virus, il peut créer des dégâts. Parce que c'est comme si donc, il n'y a pas d'armée, donc le virus donc qui est encore étranger, il va circuler comme il veut. Donc il va circuler à travers l'arbre respiratoire, il peut passer dans le sang, avoir une virémie, c'est-à-dire une septicémie et tout. Chez le sujet âgé, aussi, le sujet âgé, il est affaibli parce que avec l'âge, le capital immunologique est diminué, donc la réponse immunologique au virus, elle sera donc automatiquement quoi? Pas importante. Donc il va véhiculer, et plutôt il va donc diffuser dans le corps. Il peut causer des dégâts, tout dépend maintenant pour ne pas rentrer dans les détails, tout dépend de là où le tropisme. Troisièmement, c'est la personne qui présente des comorbidités, c'est-à-dire par exemple une personne qui a une comorbidité cardio-respiratoire, par exemple BPC, les bronchopneumopathie chronique obstructive, ou il a donc plutôt donc des dilatations de bronches, ou il a une insuffisance respiratoire due à peu importe l'étiologie. Le virus, il va décompenser cette maladie. Donc la gravité, elle est quoi? C'est pas par rapport au virus, c'est le virus qui va décompenser la maladie qui déjà existe. Elle est là. Elle déjà existe, donc le patient il va faire des décompensations cardio-respiratoires. Par exemple,
il va développer donc des insuffisance respiratoire ou insuffisance cardiaque, ou des patients, donc par exemple, si des patients, ils ont une pathologie, transplantation par exemple, transplantation, donc les transplantés, ils ont donc un capital immunologique qui est inhibé, vu qu'on utilise des corticoïdes. Ou les patients qui présentent une mucoviscidose, ou des patients qui présentent donc un syndrome d'immunosidase, on va dire. C'est-à-dire, ils ont un capital immunologique qui est détruit. Bon, là, ils sont sujets à développer une infection qui est très sévère. Donc, tu vois, c'est du cas par cas. On ne peut pas dire que généraliser, c'est du Covid, insuffisance respiratoire, décès, non. Tout dépend maintenant de la population. Si tu as une population qui est saine et jeune, pratiquement, il n'y a pas de souci, ça va rentrer dans le monde. Maintenant, si tu as une population qui est vieillissante, par exemple, au Japon, dans le monde généralement, je veux dire l'Occident, donc c'est une population qui est vieillissante, donc ils ont un capital immunologique qui est réduit. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va avoir un risque d'avoir des formes sévères qui est plus importante. Et étant donné aussi, donc en Chine, ils ont donc une densité qui est très importante. C'est-à-dire, en Hong Kong par exemple, 30 millions. Donc il y a une promiscuité. C'est-à-dire que les gens sont, le contact humain, il est très étroit, il n'y a pas d'espace. Il y a une densité populaire qui est très importante. Donc il faut s'attendre qu'il y ait une explosion des cas. Et s'il y a une explosion des cas, donc le problème, c'est un problème sanitaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de personnel médical pour affronter l'afflux de patients, qui est très important. En période très courte, par exemple, en 20 jours, si tu as 10 millions ou 5 millions de personnes qui sont atteintes, ou là, il existe 1 million. 1 million par rapport à 30 millions, c'est rien du tout. Mais 1 million par rapport aux personnes médicales, c'est immense. Et dans les 1 million atteints, si tu as par exemple 600 000 personnes atteintes, donc de personnes âgées et des bébés, et aussi donc des comorbidités, donc le nombre de décès il est très important. Donc tu vois, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire ça. Si tu prends ça par exemple, on va dire en Tunisie, ils sont 11 millions. Généralement, population donc jeune. Donc ça ne va pas entraîner des cas sévères comme en Chine. Ça n'a rien à voir. Ça d'une part. D'autre part, maintenant, pour le traitement. Le traitement, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que le virus, il n'y a pas de traitement spécifique. Ce sont les auto-anticorps qui vont le détruire. C'est une question de temps. On traite les symptômes. S'il y a un fièvre, une myalgie, s'il y a des diarrhées, on traite ça par la réhydratation et on peut donner donc, s'il y a une surinfection, des antibiotiques. S'il y a une décompensation respiratoire, donc c'est l'assistance respiratoire, cardiaque, de la même chose. Maintenant, c'est du cas par cas, on ne peut pas donc généraliser. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas du Covid. Il faut pas dire que il y a une fièvre, céphalée, problème respiratoire, donc une rhinite, sinusite. Parce qu'il entraîne quoi? Il peut entraîner donc une rhinite, il peut entraîner une sinusite, il peut entraîner une pharyngite, une laryngite, trachéite, bronchite, pneumonie. Généralement, c'est ça. Ça ne veut pas dire ça, oui, c'est un virus. Mais après, quel virus? Le grand public, il ne connaît que les adénovirus, c'est-à-dire le coronavirus, Covid. Donc, il va te dire, par rapport à ce qu'il connaît, ça, c'est du Covid. Trop ne sait pas du Covid, donc c'est une mutation. C'est un nouveau. C'est le laboratoire, ils ont produit un nouveau Covid. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un virus. C'est un syndrome viral, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais maintenant, quel virus? C'est du métapneumovirus. Et le métapneumovirus, et c'est le même symptôme. Maintenant, la gravité, ça n'a rien à voir. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. هذا ما كان والحمد لله رب العالمين وبالله الله هو الشافي سبحانه وتعالى والله هو مدبر كل شيء وقدر كل شيء في علم التقدير الازلي وكتبه في اللوح المحفوظ 50,000 سنه قبل ما تقع السماوات قبل ما يخلق السماوات والارض وسيقع ما قدره الله سبحانه وتعالى والانسان يتخذ الاسباب. لماذا؟ Parce qu'on a été, ce sont des directives divines. C'est-à-dire on doit compter sur le bon Dieu, mais on doit faire les conditions, les causes. Les causes, c'est via le savoir par les instructions des personnels de la santé, les professionnels de la santé, et non pas les youtubeurs. Les youtubeurs sont là pour avoir des vues. Mais il faut consulter les médecins spécialisés et dans le domaine, ils sont complexes. Tu veux devenir un médecin, va étudier.
c'est pas à travers des vidéos de Raoul, du professeur Raoul, que tu es médecin. Tu restes juste un autodidacte. Voilà, sans complexe خويا. بارك الله فيك وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخر دعوه الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم اغفر لي ووالدي والمؤمنين والمسلمات المسلمين والمسلمات احياء الموتى منهم واغفر لوالدي يا ربي كريم ولامي ولابي والحمد لله رب العالمين. رب العالمين هذا فضل الله سبحانه وتعالى. Sans oublier les efforts de mes parents qui ont souffert et qui ont sacrifié pour moi pour pour avoir les conditions nécessaires pour que je puisse étudier pendant des années. Il ne faut pas oublier ça. C'est grâce au bon Dieu subhanahu wa ta'ala, mais mes parents je profite de cette occasion pour remercier mes parents, alhamdoulilah. Et la métier, c'est une profession qui est noble. Ça demande beaucoup de sacrifices et des efforts constants, un apprentissage constant. ولله الحمد والفضل منا والحمد لله رب العالمين وشكرا mes parents. الله يحفظكم ويشكركم ويبارك فيكم. آمين رب العالمين. سلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.